Donc c'est un sujet que j'avais proposé mais que j'ai rapidement regretté d'avoir proposé, mais maintenant j'ai plus trop le choix. C'est un sujet assez difficile en réalité, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous, qu'on soit hospitaliers, universitaires ou libéraux, et je pense que tout le monde en voit et c'est bien de réfléchir un petit peu ensemble à ce sujet. Donc ces deux pathologies, ce sont les principaux troubles qu'on appelle sensorimoteurs du tube digestif haut, avec une prévalence qui est bien moindre pour la vraie gastroparésie, mais on va voir que c'est pas si facile à définir, qui est de 1 à 2% environ. Et 15% pour la dyspepsie. Tout ça est basé sur des définitions qui sont en train de devenir de plus en plus floues. Ça retentit toujours sur la qualité de vie, ces troubles fonctionnels, et il y a un overlap très fréquent entre ces deux pathologies. Alors si on essaye de suivre les définitions des critères de Rome, la gastroparésie, c'est un syndrome qui est défini par un ralentissement de la vidange gastrique en l'absence d'obstruction mécanique, c'est-à-dire une scintigraphie gastrique anormale. Ça, c'est très important. Et puis, les symptômes cardinaux sont ceux-ci qu'on connaît tous, les nausées, vomissements, la plénitude gastrique, la satiété précoce, les deux premiers étant beaucoup plus caractéristiques de la gastroparésie. À côté de ça, on a la dyspepsie. Vous voyez déjà que c'est pas vraiment différent. On se retrouve avec des patients qui ont un ou plusieurs de ces symptômes-là, mais il n'y a pas les nausées et vomissements en théorie dans la définition. Et puis pour compliquer un petit peu, parce qu'à Rome, on a envie d'y rester et qu'on fait des critères de plus en plus précis, il y a les syndromes postprandiaux ou non postprandiaux avec les douleurs épigastriques indépendantes des repas. Donc on se retrouve, que ce soit pour la gastroparésie ou la dyspepsie, avec différents symptômes qui peuvent être ou non liés au repas. Et puis pour compliquer un petit peu, comme souvent dans les pathologies fonctionnelles, on se retrouve avec des patients qui ont aussi des critères de reflux, des critères de syndrome d'intestin irritable, de constipation et souvent un syndrome anxio-dépressif associé. Alors quand on connaît en général tous au moins de manière simple la physiologie de l'estomac, on suspecte un petit peu les troubles qu'on peut avoir quand ça dysfonctionne, à la fois en termes de motricité, des problèmes de coordination motrice, des problèmes de relaxation insuffisante fundique, mais aussi des problèmes de sensibilité, tout ça pouvant évidemment coexister. Certains auteurs ont tenté, ils étaient très ambitieux, d'identifier des mécanismes en fonction de la gastroparésie, de la dyspepsie postprandiale. Bon, en fait, tout ça est totalement impossible et illusoire. Ce qui ressort néanmoins dans la littérature, si on essaye d'être un peu simple, si c'est possible, c'est que dans la gastroparésie, on a plutôt une atteinte neurologique, plutôt extrinsèque. Vous savez que c'est le nerf vague qui est le plus grand moteur, entre guillemets, du tube digestif. Des neuropathies intrinsèques, mais qui sont difficiles à mettre en évidence. Et ce qu'on retrouve quasiment toujours, c'est une réduction du nombre des cellules interstitielles de Caral, mais ça, c'est pas quelque chose de très spécifique. Puis il faut faire des biopsies profondes. Enfin, là aussi, c'est plutôt expérimental qu'autre chose. Dans la dyspepsie, en revanche, on a assez classiquement des troubles de la sensibilité. Alors là aussi, c'est expérimental parce qu'on ne peut pas vraiment la tester au quotidien. Enfin, on va en rediscuter. Avec une sensibilité particulière à la capsaïcine. Plutôt, mais ça c'est ça vient vraiment de la littérature, des antécédents d'abus sexuels et de dépression, avec une espèce d'incapacité à supporter quelque chose quand on l'ingère, des troubles de l'attention, des vrais troubles de l'imagerie en pathologie, en imagerie fonctionnelle cérébrale, et puis ça c'est un peu plus récent, des atteintes au niveau duodénal avec une hyperéosinophilie et une dégranulation mastocytaire, un peu comme on voit maintenant dans des pathologies à éosinophiles. Pour ce qui est des étiologies, là aussi, je suis désolée, c'est fourre-tout, mais c'est pas moi qui ai inventé la littérature, elle est comme ça, je vous assure que j'essaie de simplifier. Pour la gastroparésie, on a des causes neurologiques dont le diabète fait partie, c'est une vraie maladie neurologique, le diabète. La maladie de Parkinson, il faut y penser chez ces patients qui ont aussi parfois des troubles de la déglutition, des troubles de la motricité œsophagienne, des myopathies, des maladies auto-immunes, métaboliques, ça fait toujours catalogue, les troubles du comportement alimentaire, surtout chez les jeunes, les états critiques et la réanimation. On arrive parfois à sortir des patients de réanimation en les traitant de gastroparésie, surtout les patients qui sont opérés en chirurgie thoracique, des causes médicamenteuses, la fameuse gastroparésie idiopathique, et puis plus récemment, ces dernières années, des troubles post-Covid, surtout sur des Covid longs, qu'on a beaucoup observés, mais qui généralement récupèrent un peu tout seuls en 2 à 3 ans. Pour la dyspepsie, ce qui est identifié dans la littérature, c'est la prédisposition génétique, les infections virales, le stress, les périodes post-opératoires aussi, ça c'est pas très différent. Des causes hormonales, et ce qui est assez caractéristique sont plutôt les atteintes inflammatoires et souvent associées à une infection à Helicobacter pylori. Sur le plan clinique, on a ce score qui est le plus utilisé, qui est toujours critiqué, comme toujours dans la littérature médicale. On fait un score, on dit il n'est pas terrible, mais on n'a que ça. Bon, on n'a pas que ça, mais en tout cas, il reprend les items les plus habituels, et puis il est censé scorer un petit peu les patients en termes de sévérité, mais ce qui n'est pas toujours en lien non plus avec la physiopathologie.
Donc on se retrouve sur le plan clinique avec des symptômes assez similaires entre gastroparésie et dyspepsie. On n'arrive pas très bien à différencier les patients. Et puis quand on essaye de les traiter en identifiant peut-être un mécanisme, ça ne marche pas très bien non plus. Et juste un petit rappel, pensez vraiment aux troubles du comportement alimentaire, on n'y pense pas assez souvent, et puis ça fait culpabiliser les patients, enfin on n'est pas toujours à l'aise, mais il ne faut vraiment pas hésiter à adresser sans culpabiliser, sans dire qu'il faut aller voir un psychiatre. On peut avoir des troubles du comportement induits quand on a mal, quand on mange. Ce travail de la Mayo Clinic est vraiment intéressant parce qu'ils ont commencé à semer le doute. Donc, c'est l'équipe de Pastricha qui a essayé d'évaluer, qui a pris 400 patients qui avaient soit une gastroparésie, soit une dyspepsie. Et puis, ils ont essayé de les comparer. Alors, à l'américaine, ils ont pris tout, la couleur de peau, le métier, combien ils gagnaient, ce qu'ils mangeaient, etc., etc. Bon, bref, pour essayer de voir si on arrivait à différencier ces patients. Il n'est pas ressorti grand-chose de très pertinent, mais ça, c'est la magie des statistiques. Donc, les patients qui avaient une scintigraphie normale avaient une satiété précoce un peu plus marquée, avaient des pratiques de binge drinking, le fait de boire très vite de l'alcool un peu en quantité trop abondante, avaient un emploi stable, ce qui est très pertinent cliniquement en consultation, comme le taux de bêta-globine élevé. Et ceux qui avaient une vraie gastroparésie avaient plutôt un recours aux soins de manière plus importante, donc peut-être étaient plus sévères, et des scores d'anxiété plus élevés. Vous voyez qu'on a vachement avancé. Et là aussi, cette diapo est affreuse, mais c'est pour vous dire qu'en fait, les patients dans les deux groupes, scinti normal ou anormal, répondaient en réalité à plein d'autres critères de Rome. Alors, soit la dyspepsie, les vomissements, les nausées, la rumination, le syndrome de l'intestin irritable. Et dans tous les cas, finalement, quand on les traitait de la même manière, ils répondaient aussi de la même manière, indépendamment du résultat de la scintigraphie. Alors, puisqu'on n'est pas très bon cliniquement, on essaye d'avoir des examens pertinents. Ce qu'on connaît bien, c'est la scintigraphie du vidange gastrique. On a aussi le test à l'acide octanoïque, mais qui est moins répandu, et la capsule. La scinti, vous savez ou pas, c'est la gastroparésie est définie par un temps de rétention de plus de 10% à la 4e heure. On peut aussi essayer d'évaluer la cinétique sur 4 heures, ce qui n'est pas évident. Le test respiratoire, c'est un peu la même chose, c'est une méthodologie différente, c'est pas très répandu, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et puis la Smart Pill, c'est bien, elle mesure le pH, le saut de pH, donc elle va dire ça y est, je suis acide, et au bout de tant d'heures, je ne le suis plus. Ça coûte cher, il n'y a pas de remboursement pour l'instant dans cette indication, mais ça pourrait changer. L'avantage que ça pourrait avoir, c'est que ça permettrait aussi de mesurer le temps de transit. Ça serait peut-être un examen assez complet chez ces patients fonctionnels. Dans tous les cas, ces examens mesurent la vidange gastrique. Or, c'est peut-être pas le seul problème, d'autant qu'en plus, c'est fréquent effectivement chez les patients qui ont une gastroparésie, mais aussi chez les patients dyspeptiques. Donc c'est un peu compliqué, surtout qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'atteinte à la scintigraphie et la sévérité clinique. Donc là encore, la même équipe, cette fois-ci sur 900 patients, a dit très bien, on va prendre ces patients-là, on va les regarder. Donc plus de 900 patients, c'est quand même une belle cohorte. Il y avait 75% de gastroparésie, enfin un peu plus, 24% de dyspepsie. Ils se ressemblaient cliniquement, ils ont dit tiens, quelques temps après, on refait une scintigraphie et on voit ce qui se passe. Et à 48 semaines, les patients changeaient de groupe assez régulièrement. Donc pour vous dire qu'on est très très bon quand on essaye d'évaluer ces patients. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés en termes d'exploration ? Alors on peut essayer, c'est ce qu'on avait fait avec Antoine, qui est un jeune universitaire de Montpellier. On s'était dit, tiens, on va regarder un petit peu le profil scintigraphique, ça va être super, on va discriminer. On n'a pas été très bon non plus. On a dit, tiens, on a l'impression que quand ça reste en haut dans le fundus, c'était peut-être des patients différents. Bon, c'est pas franc non plus. Ceux qui connaissent, on a aussi l'EndoFlip, qui est ce système qui permet de mesurer la dissensibilité du pylore. C'est sûrement bien en théorie, mais l'appareil, c'est toujours la même phrase, c'est dans les centres experts, etc. Ça coûte 400 € l'unité, ce n'est pas remboursé, donc pour l'instant, c'est pas parfait. On peut aussi imaginer prendre d'autres pistes d'exploration, cette fois-ci, en évaluant la sensibilité et la compliance avec le Barosta. Quand j'étais externe, j'en entendais parler, je suis pas sûre d'avoir bien compris comment ça fonctionnait, et en pratique, je crois qu'on n'en fera pas, donc c'était pour le citer. Il y a ce qu'on appelle le drink test, ça c'est assez facile, mais je vois pas très bien comment le standardiser. On fait boire très très vite, on dit tiens, ceux-là quand ils ont mal très vite, quand ils avalent, ils sont peut-être un peu dyspeptiques. Bon, ok. Il y a des choses après très compliquées avec des espèces de techniques comme de PET scanner avec des injections de technetium, on va mesurer l'excrétion par la muqueuse, mais là aussi, ça ne sera jamais répandu. Ce qui peut peut-être être plus intéressant à développer, d'autant qu'il y a Pierre Dialbiès qui est pas loin, qui écoute peut-être pas, mais en tout cas avec l'échographie, on pourrait imaginer, et ça c'est assez simple, et on a tous quand même des appareils d'écho pas très loin, mesurer les volumes, essayer de faire des mesures de distension et de volume gastrique, pourquoi pas. C'est peut-être une piste pour nous, en tout cas en gastro. On avait aussi essayé, toujours avec Antoine,
Antoine de mesurer la distensibilité gastrique. On n'avait pas été très sympa. On essaye de faire ingérer, basé sur des modèles en post-sleeve, de faire ingérer à des patients des espèces de mélanges de substances effervescentes, etc. Bon, et de distendre brutalement les estomacs. Donc au scanner, on était très contents, c'était très très beau. Ça ne servait pas à grand-chose, si ce n'est que les gastroparétiques étaient tout de suite très sensibles par rapport à des patients qui n'avaient pas d'autres troubles. L'IRM dynamique, pareil, c'est très très joli, mais bon, en pratique, on a un chirurgien qui s'y intéresse, mais il n'en fait pas grand-chose. La manométrie intra-duodénale, là aussi, malheureusement, centre expert. Je fais un peu catalogue, je suis désolée. L'électrogastrographie, ça pourrait être plus intéressant. On pourrait dire, bah, tiens, on mesure l'activité électrique et on regarde si l'estomac fonctionne, et peut-être que ça pourrait induire ensuite des réflexions autour de tout ce qui est stimulation électrique, gastrique, pardon. Mais pour l'instant, c'est pas très répandu. Il y a cette technique-là plus récente qui coûte 10 000 € l'unité, qui est dans les pays anglo-saxons, qui mesure l'activité. On peut manger pendant qu'on enregistre l'activité électrique. Bon, là aussi, c'est pas fou. Donc, j'étais ravie de faire cet exposé qui vous a vraiment éclairci. Je suis sûre que vous avez des idées très claires sur les pathologies motrices. Et si on tente de résumer, c'est en fait très compliqué. Les deux pathologies ont des symptômes qui sont très proches, une physiopathologie qui l'est aussi. Il y a peut-être des différences étiologiques, surtout sur l'infection à Helicobacter pylori, qu'il faut quand même rechercher, c'est recommandé pour la dyspepsie. On est très content d'une méthode d'évaluation, qui est la scintigraphie de vidange gastrique, mais qui n'est pas discriminante non plus. Et on est très content aussi de dire, mais en fait, elle nous a dit qu'il y avait plein d'autres options, mais en pratique, c'est pas très disponible, mais ça permettrait quand même d'ouvrir un petit peu sur les mécanismes possibles. Donc finalement, dans un monde parfait, il faudrait un interrogatoire discriminant. On ne l'a pas vraiment. Des examens qui permettent d'identifier le mécanisme. Pour l'instant, on ne sait évaluer que la vidange gastrique avec un examen qui n'est pas très sensible. Et puis, comme toujours, il faudrait pouvoir traiter les patients en fonction du mécanisme. Mais pour l'instant, il faut rester clinicien, prendre le temps. On a vu que les examens changent avec le temps, que les symptômes fluctuent avec le temps. Et surtout, toujours pareil, essayer d'évaluer les patients dans un contexte particulier et pas se jeter sur l'endoscopie comme ça va être présenté dans quelques minutes. Je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup, Véronique, c'était clair. Ben oui, c'est sûr. Alors, en effet, le topo d'après, on va parler du traitement endoscopique. Mais moi, j'avais une question. Est-ce que la fibroscopie standard, ça peut aider pour différencier la dyspepsie et la gastroparésie ? Non, même le fait d'avoir un bézoar, là, on est en train de reprendre des recueils avec Guillaume Gourcerol, enfin, refaire un thésaurus. Non, même l'endoscopie, à part pour l'Helicobacter pylori, non, franchement... Le fait d'avoir la stase alimentaire... On n'a même pas l'impression que ce soit lié, on a l'impression aussi, enfin nous, bon, c'est surtout de Marc Marté, Jean-Michel Gonzalez, mais qui me disent, bah, tiens, le pylore est totalement béant et on a une gastroparésie majeure à la scintigraphie, ou des pylores très spasmés, on se dit, bah, ça va super bien marcher, ça marche pas. Donc on a l'impression qu'il y a autre chose. Et souvent, les patients ont des espèces de douleurs, c'est pas du tout les mêmes profils, on en avait un petit peu parlé d'ailleurs, il y a des patients qui, dès qu'ils ingèrent, même 2 gouttes de liquide ont des douleurs invraisemblables. Ça, je pense qu'il ne faut pas les traiter par endoscopie. Donc il y a vraiment un contexte particulier. On en avait un peu parlé avant cette présentation. Rester très clinicien, pragmatique, revoir les patients, les réinterroger pas mal de fois. Il y a souvent un contexte psychologique. Moi, la dernière que j'ai vue, on l'a tournée autour pendant un moment et il y avait finalement un abus sexuel. Et depuis qu'elle a été prise en charge psychologiquement, ça va beaucoup mieux. Alors, c'est pas pour dire de brandir cet argument à chaque fois. Mais il faut y penser. Mais il y a souvent quelque chose, des troubles du comportement alimentaire chez les ados. Souvent aussi, on passe à côté. Voilà, donc il faut essayer d'être un peu plus fonctionnel. Alors j'ai un peu plus le temps, moi, à l'hôpital forcément, mais il faut essayer de, quitte à les revoir plusieurs fois, mais à prendre vraiment le temps avec ces patients, ça c'est clair. Il y a la place pour peut-être une petite question dans la salle, si vous avez des interrogations ou pas. Non. Si tout est clair, c'est parfait, je prends tout. Merci Véronique.